Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que, comme tous les jours, vous allez découvrir dans quelques instants. C'est paradoxalement en faisant des photocopies que vous avez commencé à trouver votre originalité. Vous avez parlé psychologie à la télévision avant de vous dire un jour « psychose toujours, ça ne m'intéresse plus ». Créer un cas d'école vous a permis de découvrir la véritable école de la vie. Vous le racontez dans un livre qui est justement une leçon de vie et un cas d'école. Bonjour Tina Kiefer. Bonjour Jacques. Alors depuis 20 ans, vous vivez une expérience unique et vous le racontez aujourd'hui dans un livre, Une déflagration d'amour chez Robert Laffont, dont on va parler longuement tout à l'heure. Mais vous avez un parcours avant cette histoire d'école et ce parcours, on va l'évoquer à travers des dates clés puisque c'est le principe de l'émission. D'accord. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er novembre 1971. Ça vous dira rien. Écoutez le générique de ce film. J'ai l'idée. Êtes-vous fiancée à un Voilà. marin grec ou un pilote de ligne? Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous êtes la fille de Jean-Yann et de Françoise Fabian dans ce film, Tina Kiefer. Absolument. Je crois que c'est le seul film que j'ai tourné d'ailleurs. Oui, c'est le seul. Et c'était une aventure très amusante. J'étais en CM2 et j'avais été retenue pour ce film. Comment ça s'était fait? En fait, à l'époque, je faisais des photos pour les magazines, comme mon frère, Oui. le jeudi après-midi. Et puis, c'est comme ça qu'on a été contacté parce qu'il cherchait une petite fille pour incarner la fille de Jean-Yann. Et donc, j'ai rencontré Jean-Yann, que j'ai un très bon souvenir d'un homme extrêmement gentil, très, très sympa avec les enfants. Et c'est amusant parce qu'il ressemblait beaucoup à mon père. C'était le même style. Mon père avait une agence de pub exactement comme dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. C'était vraiment, mon père, c'est le personnage de Jean-Yann dans ce film sur la pub. Et je me retrouvais avec un deuxième père qui était la reproduction du premier. Et c'est le premier film que Jean-Yann ait dialogué et scénarisé d'ailleurs. Il y en a eu d'autres. Il y avait Francis Blanche aussi, Oui, tout à fait. que vous avez croisé peut-être. Oui, bien sûr, je l'ai croisé. C'était le patron de mon père. Et ça avait un ton très Jean-Yann, assez caustique et en même temps très drôle. C'était fin. C'était une bonne comédie d'ailleurs. C'était pas navet, c'était une bonne comédie. Non, et ça s'est bien passé. Alors effectivement, votre père, il ressemble à Jean-Yann. Il a connu votre mère, je crois, à Cannes sur la plage où il l'a draguée. Voilà. Alors, je suis pas sûre qu'il ait vraiment dragué parce que ma mère se souvient qu'il avait à peu près l'équivalent d'un pot de Nivea blanc sur le visage. Donc, il y avait que la moustache qui apparaissait. Oui. Donc, il n'était pas à son maximum, on va dire. Mais effectivement, il est tombé fou amoureux de ma mère et puis ça a été réciproque. Oui, et en même temps, elle avait été draguée par quelqu'un d'autre de très célèbre qui débutait, qui était Alain Delon. Voilà. Donc, je suis très fière de savoir que mon papa est passé devant Alain Delon. Enfin, c'était une drague très légère. C'était Oui. pas. Mais il y a une anecdote fabuleuse sur Alain Delon quand il débute. Il est sur la plage de Cannes, près du Carlton, et il est convoqué par Luchino Visconti qui veut le rencontrer, et il ressort et dit à un de ses copains, ce type est fabuleux, il a des bagages à ses initiales. LV Louis Vuitton. Delon ne le savait pas encore à l'époque. C'est drôle, c'est vrai. Tout Oui. à fait. Alors, il se trouve que votre père, vous l'avez connu finalement, vraiment, quand vous aviez 2 ans, Tina Kiefer. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu une première vie avant. Décidément, j'ai plusieurs vies, moi. Parce que je suis ce qu'on appelle joliment un enfant de l'amour. Oui. C'est-à-dire que ma maman était mariée avec un homme dont elle avait un fils, qui est mon frère, qui est plus âgé que moi. Et puis, j'ai poussé dans son ventre. Et bien à cette époque-là, c'est des choses qui se vivaient mal, qui ne se disaient pas. En plus, ma mère se sentait très coupable par rapport à son mari, pour lequel elle avait vraiment une très grande affection et qu'elle a eu d'ailleurs toute sa vie. Et donc, du coup, le mari en question, pour sauver sa femme et pour sauver... Il nous a emmenés vivre à la Martinique. Oui. Et donc, je n'ai connu mon vrai père, effectivement, que vers l'âge de 2 ans. Et il venait régulièrement en Dauphine, je crois, à Cannes, pour dire à votre mère de le rejoindre. Et oui, c'était l'époque de la Nationale 13 et de la Dauphine. Et effectivement, il s'accrochait à ses fenêtres, il lui suppliait de la suivre. C'était très, très passionnel, comme dans les films. Et la Dauphine a été la voiture la plus vendue en France de 57 à 65. Elle a essayé d'être vendue aux États-Unis, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Ah bon? Oui, on a perdu un marché. Alors finalement, votre mère et votre père ont vécu ensemble et vous avez eu une enfance heureuse, mais avec un certain tempérament pas facile à gérer, Tina Kiefer. De ma part? Oui, c'est-à-dire que vous aviez du tempérament.
Oui, j'avais du tempérament. En même temps, bon, c'était beaucoup plus strict qu'aujourd'hui, hein. Moi, je vois quand je suis avec mes enfants, j'ai beau avoir une école avec beaucoup de petites filles où ça se passe très bien au niveau de on va dire de la discipline, parce que ce sont pas les mêmes enfants que les nôtres, justement. Moi, je sais que j'ai tendance à être un peu laxiste, et j'ai le souvenir enfant, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis laxiste, d'avoir une éducation, même si mes parents étaient très modernes, qui était quand même assez dure. Oui. Et comme j'avais un caractère un peu rebelle, voilà, donc je suis partie à 17 ans quand j'ai eu mon bac, tracer la route, faire la folle. Oui. Ça a duré 1 an. Je suis partie à Lille suivre mon amoureux. J'ai bien fait la fête, beaucoup. Beaucoup J'ai plus pas que la fac. J'ai dû aller 3 fois. En fait, je m'étais inscrite à la fac, comme ça j'avais la sécu. Et Oui. puis j'ai été 3 fois dans l'année. Quand même. Mon copain faisait médecine, il était allé 3 fois dans l'année, donc il n'est pas médecin aujourd'hui. C'était le copain de l'époque. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit quand même, j'ai envie d'autre chose. Et là, je suis rentrée à Paris, je suis rentrée en stage et je me suis mise à bosser. Voilà. Alors, c'est une époque où vous n'avez mangé que des nouilles pratiquement midi et soir. Bah oui. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Bah, quand on quitte la famille, qu'on plaque tout, il faut assumer. Hein. Voilà. Et non seulement il faut assumer, mais en plus, votre père vous avait soi-disant coupé les vivres, alors que finalement, vous avez juste de quoi acheter les nouilles. Voilà, c'est ça. Mais votre père vous a aidé à entrer à Cosmopolitan, Voilà. qui était un journal à l'époque révolutionnaire. Ah oui, il y avait un ton. Moi, je me souviens que je lisais ce journal. Il me faisait franchement rire. C'était du féminisme plein d'humour. Fait par des femmes féministes mais qui adorent les hommes, avec une très très belle écriture. Hein. Il y a 2 proches, par exemple, écrit pour Cosmo. C'est pas forcément. Il y avait vraiment des bonnes plumes. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais gamine. Hein, enfin, j'avais 17 ans. Je disais ça. Vraiment, je me tordais de rire. Et quand j'étais voir mon père, j'ai dit bon bah d'accord, ok, je vais peut-être me mettre à bosser. Et que lui était dans la pub. Il m'a dit écoute, je connais quelqu'un qui travaille au groupe Marie-Claire. J'ai dit j'adore Cosmo. Et au fait, je vais faire un stage à la pub. Coup de bol, pour des raisons X ou Y, je me suis retrouvée à la rédaction en stage. Alors là, je me suis accrochée à la photocopieuse, comme vous dites, et au travail. Et petit à petit, je suis restée. J'ai fait ma première pige et j'y suis restée 8 ans. Oui, et Cosmo, on l'oublie, c'est un journal moderne, mais qui a été créé à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Jean Prouvost a ramené le concept en France avec une de ses petites filles, Évelyne Prouvost, qui a été la seule à croire en ce journal, alors que les barons de Jean Prouvost n'y croyaient pas du tout. Bien sûr, et tout le monde disait bon allez la petite, on va lui donner ça. Oui. Et elle était avec Juliette Bois-Rivaux, qui a adapté donc le concept du Cosmopolitan de l'époque. On disait, je crois que c'était le magazine qui fait rire les femmes et agace les hommes. C'est ça. Mais bon, il y avait un temps, il y avait Joël Goron d'ailleurs, ma camarade, mon ex-camarade de Froufrou, qui est toujours une camarade, qui écrivait des papiers. Bon, elle est plus âgée que moi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je lisais ces papiers, j'étais vraiment mort de rire. C'était très drôle et très bien écrit. Et il y avait aussi Catherine Pancol, que Juliette Bois-Rivaux avait repéré à Paris Match, alors qu'elle était stagiaire. Il lui avait dit, tu viens avec moi et tu as une plume. Exactement. Et finalement, en photocopiant les articles de toutes ces femmes, ça vous a donné envie de faire ce métier, Tina Kiefer? Oui, bah d'abord, elles avaient une sacrée personnalité, toutes ces femmes. Moi, j'arrivais, j'avais 18 ans, je faisais 48 kilos, je m'étais fait brûler les cheveux par une permanente qui me donnait un air totalement ridicule. J'étais très timide et je me retrouve au milieu de ces femmes qui étaient décidées, qui étaient libres, qui étaient cultivées, qui avaient des idées intéressantes. Et j'étais au milieu de la rédaction, je voyais les conférences de rédaction. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, je veux être comme elle. Et donc, je me suis mise à travailler et je me suis rendu compte que j'adorais l'écriture. Et donc, je me suis mis vraiment à travailler. Oui, parce qu'avant l'écriture, c'était pour les rédactions et encore de temps en temps à l'école. L'écriture, c'était plutôt les lignes d'écriture, oui. Oui. Les grandes lignes d'écriture, oui, plutôt. Et il y avait aussi quelqu'un qui est devenu mythique et que vous croisiez dans le journal, c'est Pierre Desproges, Tina Kiefer. Oui, tout à fait. Alors moi, je ne l'ai pas croisé, mais effectivement, je sais qu'il pigeait à ce moment-là pour Cosmo. Je crois que Jean-Yann aussi, d'ailleurs. Oui. C'est drôle, a pigé pour Cosmo. Il y avait vraiment une espèce de ton. Il y avait Hervé Prudon aussi, qui était un auteur qui avait une très belle plume, qui est plus là. Il y avait vraiment des plumes intéressantes. C'était un magazine féminin très particulier. Et Desproges, à l'époque, il faisait ses brèves dans l'Aurore, qui avait sauvé la vie, parce qu'avant, il avait été viré de partout et personne ne croyait en son avenir. Ah bon? Jamais. Je ne savais pas. et alors justement, vous avez réussi sans diplôme à entrer dans la rédaction, ce qui n'est pas imaginable aujourd'hui, Tina Kiefer. Voilà, c'est ce que j'explique. C'était une époque où quand même c'était plus facile. Bon, il fallait bosser, mais à partir du moment où vous bossiez vraiment et que vous suiviez le mouvement, vous aviez des opportunités que c'est difficile à avoir aujourd'hui. Ça, c'est évident. C'est clair.
Et puis la presse a changé aussi elle-même. De toute façon, on ne demande pas du tout les mêmes qualités, on ne demande pas forcément d'avoir la même qualité d'écriture aujourd'hui. Maintenant, c'est quand même beaucoup le net qui l'emporte. Donc, c'est vrai que c'est différent aujourd'hui. Oui, et en même temps, votre père devait être très fier de vous. Oui, il m'a dit que le jour où il a été le plus fier de moi, c'est pas Cosmo, c'est pas la télé du tout, c'est quand j'ai lancé le magazine DS. Oui. Parce qu'il m'a dit, je savais comme c'était difficile de lancer un magazine, et vraiment, j'étais sceptique. Et puis c'est un journal qui a marché, et c'était un homme qui était assez pudique, qui disait pas tellement les choses, et ça a beaucoup plus fait plaisir que le fait d'aller à la télé, de me montrer dans la petite lucarne, quoi. Voilà, et justement, la télé et d'autres choses, on en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 29 novembre 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Tina Kiefer. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tina Kiefer, 29 novembre 1984, je vous sens interrogative. Alors je veux dire, c'est une émission de télévision qui s'appelle Un temps pour tout, Oui. de Monique Cara, et je crois que c'est votre première apparition. Vous êtes invité car c'est une émission consacrée aux mannequins de mode. Et vous racontez comment vous avez fait un reportage sur les mannequins. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes quand même fabuleux, hein. Parce que j'ai préparé une émission, les enfants de la télé, on m'a demandé, première émission, je me souvenais plus, et je me souvenais qu'il y avait Inès de la Fressange de cette émission, et je ne savais plus du tout le nom. Et je pense que franchement, pour retrouver cette émission, bravo. Ça s'appelait Un temps pour tout. Un temps pour tout. Voilà. Donc il y a Inès de la Fressange qui débute parce qu'elle avait été longtemps recalée par Karl Lagerfeld, on ne la recevait pas, et elle vient un jour au Bluff, et Lagerfeld lui dit « mais je t'attends depuis longtemps ». Donc c'est son équipe qui ne voulait pas d'Inès de la Fressange, et on sait la carrière qu'elle a faite. C'est souvent comme ça. Donc vous venez parler d'une enquête que vous avez menée dans ce milieu des mannequins en vous faisant engager. Voilà, je me souviens que c'est déjà un des premiers grands papiers que j'ai fait. Je me souviens qu'il se terminait par, en gros, il faut que je me dépêche parce que j'ai 20 ans déjà. Et c'est vrai que 20 ans déjà pour un mannequin, donc je situe effectivement mon âge. Et l'idée, c'était de raconter le métier de mannequin, mais pas sous le côté paillette, parce qu'à l'époque, tout le monde rêvait d'être mannequin. Et donc, en plus, moi, j'avais pas non plus le physique d'un mannequin. J'avais pas la taille, etc. Bon, j'avais quand même réussi à me faire engager. L'idée, c'était d'aller jusqu'à me faire engager. Donc, j'étais rentrée en agence, j'avais fait une première photo. Et effectivement, j'avais passé mon temps à prendre le métro avec mon book photo. Et je n'ai jamais pris autant le métro de ma vie que pour aller au casting. Et c'est vrai que c'était loin des paillettes qu'on présentait. Oui, il y avait les bookers, les coulisses. Et ça avait étonné beaucoup de monde, ce reportage, d'ailleurs, parce que vous êtes la première à en avoir parlé. Oui, puis l'avoir raconté sous un angle beaucoup plus réaliste. Mais on le voyait bien, nous, à Cosmo, et puis par la suite à Marie-Claire, etc. C'est vrai que les mannequins arrivent, elles tendent leur book. Vous avez les bookeuses qui regardent parfois à peine le mannequin parce que ce qui les intéresse, c'est uniquement la photogénie. Donc parfois, moi, ça me gênait. Je voyais ça, je voyais la bookeuse qui tournait les pages et qui regardait croisait à peine le regard du mannequin. C'est particulier. Et vous n'avez jamais eu un loin de contrat? Ah bah, à part la petite photo que j'ai faite à l'époque, était la couverture de Tennis Magazine, moi qui ne suis pas du tout sportive d'ailleurs. Non, mais de toute façon, j'avais pas le profil. Alors, vous avez débuté à Cosmo en faisant des papiers psycho, ce qui est assez particulier, parce qu'à 20 ans, vous parliez de dames beaucoup plus âgées, Tina Kiefer. Oui, c'est ça qui est amusant. En fait, j'ai rencontré assez jeune mon premier mari qui était psychiatre. Et j'avais 22 ans. Et donc, j'avais mon interviewé à domicile. C'est-à-dire que quand je faisais des papiers psycho, c'était un très bon psychiatre. Et on parlait, il m'expliquait. Je pense qu'il m'a fait gagner 4 années de psycho. Et donc, et ça me passionnait. C'est pas pour rien que j'ai épousé un psychiatre d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que Cosmo à l'époque faisait beaucoup de papiers psycho. Et je me retrouvais à donner des conseils à des femmes beaucoup plus âgées sur leur vie, sur apprendre à avoir du tempérament. C'était une époque où les femmes, quand même, étaient moins intrépides. Alors, je sais pas que toutes les femmes sont intrépides. Malheureusement, on peut pas forcément se le permettre. Mais à cette époque-là, il y avait des papiers qui s'appelaient, par exemple, « Apprenez à dire non ». Je ne parle pas simplement dans des relations sexuelles, je parle dans le boulot, etc. C'est vrai qu'on voit moins ce genre de papier parce qu'aujourd'hui, on s'est un peu ressassé. Mais c'était nouveau à l'époque. Et la liberté d'expression n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Par contre, elle était plus grande, la liberté d'expression. C'était bien plus agréable. Ça laissait plus de place au talent, à l'imagination. Il y avait moins de bien-pensance, il y avait moins d'hypocrisie. Oui, c'est évident.
Et puis ensuite, la télé, vous avez débuté, curieusement, en coulisses, en écrivant un feuilleton sur M6, les années FM. Ça, on l'a un peu oublié, Tina Kiefer. C'est sûr qu'on l'a oublié, parce que c'est pas très connu. Ouais, il y a 40 épisodes de 26 minutes, Oui. notamment avec Caroline Berg, dont la fille a été candidate à la Nouvelle Star, Laura Tabourin. Exactement. Et comment vous avez-vous retrouvé dans cette aventure? En fait, par une amie qui était rentrée dans une boîte de production qui était la boîte de Pierre Gambla, si je me souviens bien. Et moi, j'aimais bien l'écriture. Enfin, c'était mon métier, l'écriture. Et elle m'a dit, tu veux pas essayer? Et franchement, ça m'a éclaté. J'adorais ça. Donc, je pondais les scénarios les uns derrière les autres. Et je pense sincèrement que si Froufrou n'était pas arrivé, ça aurait été ma voix. J'aurais continué là-dedans. Parce que j'adorais faire les dialogues, j'adorais imaginer les situations, les personnages. Et puis bon, la vie m'a emmené ailleurs. Ce feuilleton a quand même bien marché. Il a été diffusé sur plusieurs chaînes, dont des chaînes cultes sur des séries. Et puis effectivement, après, il y a eu Froufrou. Alors, ce Froufrou, c'est arrivé comment, Tina Kiefer? Alors, pareil, un coup de fil inopiné d'Ardisson. C'était avant l'été, donc je m'apprêtais à partir en vacances j'avais 2 enfants à l'époque. Et on me demande de venir faire des essais. Et en fait, il avait demandé à plusieurs filles de Cosmo, parce qu'il aimait bien le ton de Cosmo, ce côté un petit peu acéré, impertinent. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Joël Goron et Laurence Cochet à un casting. C'était même pas un casting, c'était tout de suite une réunion. Il y avait Christine Bravo, il y avait Sonia Dubois, qui a fait partie de l'aventure, Valérie Expert, avec qui je suis devenue amie. Et qu'on retrouve tous les matins ici, de 10h à midi. Sur Sud Radio. Et d'emblée, moi, tu vas faire quoi? Je lui dis, moi, j'aimerais bien faire un banc d'essai, des produits, mais un peu réaliste, où on dit les choses, parce que j'en avais un peu marre de l'hypocrisie de la publicité, mais bien écrit avec un ton. Et on repart en vacances, et voilà. Et c'est comme ça, et on a eu juste peut-être 2 réunions de présentation. Une émission ne s'est jamais préparée aussi rapidement. Mais c'est en même temps ce qui a fait son succès, parce qu'il y avait une véritable spontanéité. Alors, comme on venait de l'écrit, on travaillait nos rubriques, tout était écrit à la virgule près, mais ça ne se voyait pas. Donc, il y avait le sens de la formule, il y avait le mot qui rebondissait, etc. Tout était prévu, chacune écrivait son petit texte. Et ça a super bien marché dès le premier numéro. Oui, et Froufrou d'ailleurs, c'était pas la première fois qu'il y avait ce titre qui était employé. En octobre 1871, il y a un journal qui s'appelle Froufrou, le chronique de la vie élégante. Ensuite, il y a le Froufrou qui sort en 1888 à Paris, le grand journal parisien des modes et des arts. Et ensuite, il y a Paris Froufrou, un magazine plus érotique dans les années 40-50. Exactement. C'est un titre qui a été 1000 fois repris. Absolument. Et là, l'idée, c'était de le mettre en décalage, évidemment. Alors justement, nouveauté aussi, il y avait que des femmes. Oui, avec des femmes, mais nouveau. on invitait beaucoup d'hommes, principalement. Parce que l'idée, c'était quand même de mettre l'homme sur la sellette et de pas lui faire passer un mauvais quart d'heure, parce qu'ils adoraient venir. Oui. Mais bon, on ne lui laissait rien passer, quoi. Je veux dire, c'était, il y avait des interviews un peu psycho, il y avait une épreuve à la fin où on leur faisait faire des trucs. Alors parfois, il y en a qui le prenaient mal. Je me souviens que Richard Gere était venu, le beau Richard Gere, c'est quand même, à l'époque, c'était quelque chose, Richard Gere. Et l'épreuve de fin était de lui faire goûter plein de fromages français. Sauf que Richard Gere déteste le fromage et que il n'avait pas vraiment d'humour. En même temps, je le comprends, je mange pas de fromage. Je pense que j'aurais détesté qu'on me fasse ce coup-là. Et il l'a très très mal vécu, mais vraiment très mal vécu. Mais en même temps, l'émission a bien marché. Oh, oui, très bien. Et surtout, c'était la première émission entre femmes. Et la féministe que vous êtes, mais dans le sens noble du terme, a apprécié ce genre de rendez-vous, Tina Kiefer. Oui, puis ce qui est bien, c'est que c'était antipotiche. C'est-à-dire qu'on était, comme nous sommes dans la vie. Je me souviens de Joël Goron, elle faisait sa rubrique, elle s'excitait tellement en faisant sa rubrique qu'à la fin de sa rubrique, elle avait éternellement la mèche en déroute, redressée sur la tête. Et c'est vrai qu'on était à une époque où les femmes étaient très aseptisées, avec le tailleur à la télévision. Vous voyez, il y avait un côté comme ça. Et là, d'un seul coup, on voyait arriver 4-5 nanas qui mâchaient pas leurs mots, qui se balançaient des vannes. Et c'était agréable, cette liberté d'expression. Et des femmes qui s'entendaient bien entre elles. Il n'y a jamais eu le moins de problèmes entre vous. Alors, à part, si, évidemment, moi j'ai eu quelques problèmes avec Bravo. Avec les autres, pas du tout. Joël est resté une copine. Valérie, je l'ai encore croisée il y a 5 minutes. Laurence aussi. Sonia est venue il n'y a pas longtemps à un dîner de gala que j'ai fait pour mon association. Oui, parce que je pense qu'on était... D'abord,
On était tellement étonnés de se retrouver là, c'était tellement pas prévu. Je me souviens que Joël, on se regardait, on se disait, mais c'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'on fait là? C'était très amusant, ça nous est tombé dessus et on l'a pris avec beaucoup d'humour. Oui, et vous l'avez pris avec beaucoup d'humour et ça a été le point de départ d'une aventure. Bon, c'est une aventure sans grand risque. Ensuite, vous en avez pris d'autres et on va parler dans quelques instants d'une date importante pour vous, le 7 octobre 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Tina Kiffer. 7 octobre 1993, première d'une émission Demain il fera beau sur TF1, dont on va entendre le générique. Et vous vous retrouvez à 22h30, une fois par mois sur TF1. Voilà, alors le concept, comme j'étais pas tout à fait sortie de la psy, puisque j'ai baigné entre le mari psychiatre, les papiers psycho, etc. Donc l'idée, c'était de faire une émission où à chaque fois, on prend un trait de caractère, ça peut être la timidité, ça peut être la méchanceté, ça peut être... Et on va le décrypter pendant l'émission avec des extraits de films, avec des sketchs, avec un psychiatre sur le plateau et avec un invité, l'incontournable invité vedette. Voilà, donc c'était assez sympa. Ça a moyennement marché parce que je pense que le traitement télé se prête un peu moins bien à ce genre de sujet. Et je me souviens que la première émission, je n'arrivais pas à trouver un psy sympa, il fallait quand même qu'il soit photogénique, qu'il parle pas dans sa barbe, prêt à venir. Et au bout d'un moment, je vais voir mon mari, je dis, tu veux pas la faire, s'il te plaît, viens. Il me dit, quoi? Moi? Il avait même pas la télé quand je l'avais rencontré. Et donc voilà François qui se retrouve l'invité psy tout au long de l'émission. C'était vraiment une autre planète pour lui. Et il était pas très très à l'aise. Et puis ensuite, on a eu des psys qui sont passés. Voilà. Alors, c'était quand même une émission psy rigolote. C'est-à-dire que c'était innovant, parce qu'en général, le psy, c'est le drame, c'est le fond du gouffre. Et là, vous avez totalement innové encore, Tina Kiffer. Oui, disons qu'on on expliquait par exemple qu'est-ce que c'était les TOC, tous les troubles obsessionnels de compulsion. À chaque fois, on prenait comme ça et on décryptait. Et puis, on trouve ça dans... Il y a tellement d'extraits de films, par exemple, je me souviens, les radins. On a fait un truc, évidemment, sur la radinerie. Que ce soit la folie des grandeurs, que ce soit les sketchs, il y a énormément de matière. Donc il y avait beaucoup d'extraits. On avait généralement toujours des clients que j'appelle les clients, c'est les invités, c'est comme ça qu'on les appelle dans la profession, que ce soit, je me souviens de Boujna, de Leb, etc., qui évidemment savaient rebondir sur ce genre de thème. Donc c'était une émission, on apprenait des choses et qui était divertissante. Oui, et en même temps, vous êtes arrivé sur TF1 alors que vous étiez tranquille sur Antenne 2, et vous avez dit un jour, je suis arrivé chez les tueurs. Mais je ne voulais pas y aller au départ. Je voulais pas y aller parce que pour moi c'était les tueurs. Et quand on m'a proposé de plus en plus sérieusement d'y aller, et c'est vrai que c'était un moment où j'étais pas pleinement heureuse parce que j'avais un peu des soucis avec Christine Bravo. Sinon je pense que je serais restée à Froufrou. Je me suis dit bon, de toute façon je pense que je vais pas faire de vieux os à Froufrou. Et ils étaient quand même très sympathiques, Étienne Moujotte et vous direz, c'est normal, quand vous voulez recruter quelqu'un, vous n'allez pas être désagréable. Et Patrick Lelay. Et finalement, comme je ne voulais pas y aller, il m'a envoyé Michel Drucker, qui à l'époque travaillait sur TF1. Oui. Et donc Michel Drucker, un jour m'appelle, je me souviens, matin, bonjour Michel Drucker. Et est-ce que vous voulez qu'on prenne un verre? Je vais vous expliquer, etc. Difficile de résister à Michel Drucker. Oui. Tellement sympathique. D'ailleurs, ça ne s'est pas démenti par la suite parce qu'il soutient toujours activement mon association. Et donc, du coup, on ne dit pas non à Michel Drucker. Il m'a dit, écoute, je vais te produire. Comme ça, ton bureau sera à Pavillon Gabriel, au studio Gabriel, tu seras loin de la Grande Tour. Bon, donc du coup, j'étais très rassurée. Et quand j'ai été signer mon premier contrat chez TF1, je le raconte ça dans l'histoire, j'arrive, ils ont de l'humour quand même, et j'arrive donc dans le grand bureau tout en haut de la tour de Patrick Lelay, où il y avait Étienne Moujotte, la signature, etc. Puis en plus, ça faisait du buzz dans la presse parce que Froufrou, Christine Bravo et compagnie. Et ils avaient mis sur un chevalet une affiche de Schwarzenegger qui tenait une sorte de bazooka dirigée vers moi. Et ils se sont tous éclatés de rire parce que c'était bienvenue chez les tueurs. Et très sincèrement, je suis restée là-bas combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? 4 ans? 4 ans, oui. 4 ans. J'étais très heureuse. Oui, et vous avez fait débuter Laurence Boccolini. Absolument. Dans ma première émission, Demain il fera beau, elle faisait des chroniques très très drôles. Absolument. Et il y avait Pierre Bellemare aussi qui est venu régulièrement. Pierre Bellemare, d'ailleurs, qui a fait la première émission caritative à la radio. Vous êtes formidable. Quand il y a eu le barrage de Malpasset qui s'est effondré en 56, et ça a été le point de départ de toutes les émissions caritatives. Je savais pas. Il est arrivé par hasard au micro, il fallait une grosse voix, une voix forte, et c'est comme ça qu'il a débuté. Et puis il avait une voix qui emportait, lui. Exactement. Donc vous passez quelques années à TF1, on va dire, vous allez devenir même responsable des magazines. Oui, on me confie une unité de programme. Oui. Et puis ensuite, vous avez envie de revenir à la presse féminine. Oui, parce que après j'ai fait une émission qui s'appelait J'y crois pas. Bon, c'était un peu les jeux du cirque. C'est-à-dire que c'était une émission de débat à 20h30 qui pouvait durer 3 heures. Il y avait 25 témoins. Alors il y avait des sujets très sérieux.
sérieux, comme j'y crois pas, l'IVG est en danger, sujet ô combien d'actualité. Il y avait des sujets plus fun, j'y crois pas, les extraterrestres existent. Donc, c'était une émission où parfois ça se castagnait. J'avais pris comme rédactrice en chef Catherine Ciné, qui avait été la rédactrice chef de Droit de réponse, qui est une femme... Vraiment, enfin moi j'ai adoré travailler avec elle, qui sait mettre le feu sur un plateau et qui en même temps a une vraie culture et qui a un petit côté anard. Et c'est vrai que ça faisait un vent frais d'un seul coup qui arrivait sur TF1 avec ce ton un peu droit de réponse qui était quand même un comble parce que droit de réponse avait quand même été viré avec perte et fracas sur TF1. Mais Catherine Ciné était revenue avec moi et voilà. Et puis au bout de 2 ou 3 ans de cette émission en direct, c'était fatigant, c'était du sport quand même. On a décidé d'arrêter l'émission. Il y avait en même temps l'émission de Chavannes en face. Il y avait plein de débats qui s'étaient mis au même moment. C'était vraiment dangereux de continuer. Et j'ai senti qu'on allait m'emmener plutôt vers les divertissements, les émissions de variété. Et vraiment, je le sentais pas trop. Et j'avais eu envie de revenir vers la presse écrite. Et d'où l'idée, à ce moment-là, j'ai fait le magazine DS. Qui a été une invention, un succès immense au départ, 350 000 exemplaires. Premier numéro, je crois qu'il y avait Valérie Lemercier assez déshabillée. Absolument, qui posait nue. Alors, c'était pas du tout vulgaire, puisqu'elle était photographiée par Dominique Isserman. Oui. Donc, c'était à la fois du glamour, à la fois de l'humour, à la fois de l'intelligence, parce que Valérie Lemercier est une fille, on sent qu'elle est très spirituelle. Et le concept de ce magazine, ça s'appelait DS comme deux sociétés, c'était de parler... En fait, je renie mon passé. Pas de psycho. On arrête d'expliquer aux femmes qu'il faut apprendre à dire non. Maintenant, les femmes sont évoluées, donc on leur parle de société, on leur parle d'économique, on leur parle de politique, on leur parle aussi de mode et de beauté, parce qu'il n'y a pas que le drame dans la vie. Et c'était déjà un journal très engagé. Et Valérie Lemercier raconte d'ailleurs qu'elle a dîné un soir quand elle avait 23 ans avec Harry Weinstein, et elle dit « il m'a même pas regardé, sans doute parce que j'avais l'air d'avoir 80 ans ». C'est l'humour de Valérie Lemercier. Il fallait la convaincre de poser nue. Alors ça, c'est pas moi qui m'en suis chargée. C'était l'éditeur, Jean-Yves Le Fur de l'époque, qui lui connaissait énormément de personnes dans le milieu des mannequins et des grands photographes, parce que Dominique Isserman, elle ne fait pas une couverture comme ça pour un nouveau journal. Et moi, j'ai apporté toute la partie rédactionnelle, les journalistes, tout le contenu texte. Oui, mais en innovant, car encore une fois, DS a fait 350 000 exemplaires au départ, parce que c'était nouveau. Oui, vous aviez trouvé un ton d'époque qui est resté d'ailleurs ensuite. En fait, l'idée, j'avais envie de faire le journal que j'aurais aimé lire et que je ne trouvais pas. Et je me souviens que quand j'allais voir les publicitaires, parce que dans ces cas-là, quand vous lancez un journal, vous rencontrez les régies, puis vous racontez le concept de votre journal pour voir, parce qu'il faut bien qu'ils mettent de la pub dans le journal. Et c'était toujours très amusant parce qu'autour de la table, on avait donc des hommes et des femmes. Et à chaque fois, ils s'engueulaient. Les femmes disaient « Ah, mais moi, c'est vraiment le journal que j'ai envie de lire. » Et les types disaient « Attendez, elle veut faire une page sur l'Algérie. » C'était le moment des massacres algériens. Une page mais qui ça va intéresser? Ça va pas intéresser les femmes. Et on voyait le décalage. C'est quand même embêtant parce que des publicitaires, ils devraient quand même avoir le nez un peu plus creux, à mon avis, et on voyait quand même le décalage, et effectivement, les femmes ont adhéré. Oui, alors ça a été un tel succès que vous avez été victime du mercato, si j'ose dire, comme dans le football. Marie-Claire est venue vous chercher, vous êtes devenue une concurrente, et vous êtes revenue à Marie-Claire, mais à la tête du journal. Alors c'était amusant, parce que Marie-Claire, c'était le groupe de Cosmo, le groupe Marie-Claire, où j'avais commencé exactement 20 ans avant, quand j'avais mes cheveux complètement bousillés et que je rasais les murs. Et à l'époque, dans l'immeuble, il y avait le Marie-Claire, qui était le grand Marie-Claire de la mode. Claude Bouet, cette époque-là, c'était vraiment un très grand journal, qui avait découvert Gauthier, Alaya, etc. Je n'aurais jamais imaginé un jour, effectivement, 20 ans après, il m'appelle parce qu'il voulait relancer un nouveau Marie-Claire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Marie-Claire et j'y suis restée 10 ans. Voilà. Marie-Claire a débuté en 1937, c'est Jean Prouvost encore. Alors, on hésite parce qu'on dit que le nom du magazine pourrait venir du roman de Marie-Claire de Marguerite Audoux, où c'était aussi le prénom de la secrétaire. Voilà, de la secrétaire. Moi, j'ai entendu les deux versions. Les deux versions, on ne sait pas laquelle est la bonne. On ne sait pas quelle est la vraie. C'est peut-être un mélange des deux. Peut-être. Donc, vous allez moderniser le journal et créer vraiment un style qui va faire et qui continue à faire le succès de Marie-Claire aujourd'hui, Tina Kiefer. Disons que c'est un style qui emprunte plus effectivement au sociétal. On est un peu moins dans la cause des femmes, même si on voit bien aujourd'hui qu'il faudrait même s'y remettre. On est un peu plus, moi je suis un peu plus sur la cause des enfants, même si je défends bien sûr les femmes, mais parce que je trouve qu'il faut parler plus de la cause des enfants quand on voit que on n'en parle pas de la cause des enfants, même en France, quand on voit qu'il y a un enfant qui est tué tous les 4 jours sous les coups de sa famille. Je trouve que c'est très bien de rappeler qu'il y a une femme qui est tuée, je crois que c'est tous les 3 jours, et on en parle, et on ne le dira jamais assez.
bizarrement, on ne parle beaucoup moins des enfants parce que je pense que c'est un sujet qui agresse, qui fait peur. Et on n'aime pas parler de ce qui agresse. Alors, dans Marie-Claire, il y avait un dosage. Évidemment, d'abord, on ne parlait pas que de sujets aussi durs, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de sujets sur, par exemple, les mariages forcés en Afghanistan à l'âge de 12 ans, etc. Des choses comme ça. Et puis, en même temps, il y avait de la légèreté, il y avait de la mode, il y avait... parce que ce qui est important, c'est que les gens lisent. Donc, il faut... Et puis, il y a une date importante à Marie-Claire, pour vous, Tina Kiefer, parce qu'elle va bouleverser votre destin, c'est le 8 mars 2006, le jour de la vente mise en vente de la rose Marie-Claire, qui est une chose à laquelle on est venu vous le proposer dans votre bureau et vous avez immédiatement tilté. Oui, alors là, je rentrais, j'étais dans un état de fébrilité intense parce que je revenais du Cambodge, où pour la première fois, j'avais été avec mon compagnon et mes deux derniers enfants, j'en avais 4 à l'époque, et donc j'avais rencontré une petite fille qui allait très très mal, dans un orphelinat. J'étais pas venue pour adopter et je suis repartie avec une seule idée, c'était de sortir cette petite fille de cet orphelinat. Et entre-temps, j'essaye de me rappeler, j'étais repartie la chercher avec un visa médical parce que je m'étais vraiment battue pour pouvoir la ramener à la maison, et avec l'idée de construire une école pour les petites filles parce que je m'étais rendu compte au Cambodge, comme dans beaucoup d'endroits évidemment, les petites filles vont moins à l'école, beaucoup de prostitution dès l'âge de 6 ans, etc. Et donc, il fallait que je trouve des fonds pour construire cette école. Et quand je suis rentrée à Marie-Claire, j'ai dit aux journalistes, je raconte, j'ai dit, écoutez, on va défendre une nouvelle cause qui est importante, on en parle de plus en plus, c'est l'éducation des filles dans le monde. Donc, tout le monde a été d'accord. Et à ce moment-là, j'avais un copain avec qui on avait bossé contre la peine de mort aux États-Unis au moment de Bush, qui vient me voir, qui me dit, oh Tina, j'ai une idée, ça serait bien de faire ça pour ni pute ni soumise. On parlait beaucoup ni pute ni soumise. Il s'appelait Jean-François Daniel. Et il me dit, voilà, on devrait faire une rose Marie-Claire. Attends, on va la faire pour l'éducation des filles. Désolée pour ni pute ni soumise, je pense que j'ai fait beaucoup pour eux par ailleurs. On va la faire pour l'éducation des filles. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé des réseaux de distribution et je raconte les anecdotes rocambolesques et comment, 9 mois après, pratiquement, le premier bâtiment est sorti de terre au Cambodge. Ouais, ça, c'est effectivement, c'est dans votre livre. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette rose Marie-Claire, à l'époque, vous ne pensiez pas que ça ne vous entonnerait aussi loin, Tina Kiefer. Je ne pensais pas, et en même temps, je dirais que en même temps, dans la vie, c'est souvent comme ça, j'ai remarqué. Je me lance dans un truc et puis après, j'y vais à fond. Et de toute façon, je peux vous dire une chose, Jacques. L'humanitaire, je dis toujours, on y met le doigt, on y met le coude et on y met le bras. On est aspiré dans l'humanitaire. Donc là, le fait déjà d'ouvrir une école au Cambodge, je savais très bien qu'à partir du moment où j'inscrivais des petites, très pauvres, à l'âge de 6 ans en CP, je n'allais pas les laisser tomber en CM2. Donc je savais que c'était une aventure qui allait m'emmener loin dans le temps. Et ça s'est vérifié puisque ces petites de cette première année viennent de passer le bac et sont à l'université aujourd'hui. Et on continue et on est en train d'inscrire 100 nouvelles petites en CP. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça a démarré au Cambodge, vous étiez en vacances et vous avez décidé d'apporter des layettes dans un orphelinat, Tina Kiefer. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Vous savez, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est l'effet papillon. Non, oui, l'effet papillon est venu après. C'est plus la rencontre avec ma fille. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'on me tendait des portes et que je devais les ouvrir. Bon, évidemment que ça a été un travail de titan, mais franchement, j'ai été aidée. Avant de partir au Cambodge, alors qu'on me parlait jamais de ce pays, on n'en parlait pas tellement du Cambodge à l'époque. Il s'appelait le Kampuchea, sauf pour les... et pas du tout Cambodge. C'est les Français qui appelaient ça le Cambodge. Absolument. Je rencontre coup sur coup d'attaché de presse qui me dit « Ah, tu vas au Cambodge ? Écoute, je m'occupe de Layette, à s'occuper d'une marque de Layette. Je vais t'en donner, emporte, tu iras les distribuer. » Et après, je rencontre par hasard une autre fille qui me dit « Ah, mon mari travaille dans un orphelinat, il est médecin, et c'est l'orphelinat où j'ai rencontré ma fille. » Et bien justement, on va reparler dans quelques instants à travers ce livre et une autre date, le 9 mai 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Tina Kiefer. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tina Kiefer. Donc 9 mai 2019, sortie de Une déflagration d'amour chez Robert Laffont. Pourquoi ce livre aujourd'hui d'abord ? Alors c'est marrant parce que ça fait longtemps qu'on me demande, plusieurs éditeurs m'ont proposé d'écrire un livre pour raconter le changement de vie. Il me disait toujours que ça serait intéressant de raconter comment on passe des défilés Chanel au trottoir de Phnom Penh. Comment on change de vie à ce point-là, comment on construit une école et tout. Et je disais toujours non parce que j'aime pas vivre en regardant dans le rétroviseur. J'avais pas envie. Et puis un jour, concours de circonstances, je déjeune avec une Claire, quelqu'un de chez Robert Laffont. Et puis bon, le courant passe. Et elle me dit, mais pourquoi t'en écris pas 30 pages, tu verras bien. Je dis, oh là là, mais je vais le faire quand, entre 3h et 4h du matin, je travaille tellement. Quand est-ce que je vais faire ça? Et puis, le week-end suivant, je me mets devant mon ordi, et j'étais étonnée. Je crache le truc, quoi. Vraiment, c'était en moi.
tout était... Et d'un seul coup, j'ai trouvé ça très agréable de me remémorer la rencontre avec cette petite fille dans ce champ de salade, de revivre le Cambodge, les Cambodges tels que je l'ai connu au début. J'ai pris un vrai plaisir dans l'écriture. Et je l'écris assez vite. Et il y a un vrai plaisir dans la lecture, et c'est très émouvant de lire ces passages où effectivement vous croisez cette petite fille qui pleure, qui est triste, déprimée, dans un champ de salade, et il se passe immédiatement quelque chose. C'est ce que je voulais aussi peut-être essayer de comprendre en écrivant ce livre. C'est pour ça que je l'ai appelé une déflagration d'amour. Ouais. C'est comment se fait-il que cette petite fille, je ne savais pas qu'elle existait une demi-heure avant, je l'ai prise dans mes bras, nous avons déjeuné là-bas, elle est restée dans mes bras accrochée à moi. Elle voulait pas me regarder, elle avait comme peur d'être trahie, mais elle était accrochée à moi. Je suis sortie de cet orphelinat. Je ne plaisante pas, Jacques, j'aimais autant cet enfant que mes 4 autres enfants. Et il fallait que je la sauve. Et vous songiez depuis longtemps à l'adoption, d'ailleurs, Tina Kiefer. Alors j'y avais pensé, et puis ça ne s'était jamais fait. Parce que, d'ailleurs, tous mes maris étaient plutôt pour. Je crois que j'avais toujours un peu en moi, je me dis, c'est tellement dur d'adopter. J'ai fait beaucoup de dossiers d'ailleurs là, sur le sujet, sur la difficulté en France d'adopter. J'avais pas tellement envie de prendre un enfant à un couple stérile, vous voyez. Donc voilà, je continue à en faire, j'en avais fait 4. Et là, bon, je ne prenais pas d'enfant à un couple stérile parce que de toute façon, l'adoption était fermée avec le Cambodge. Et c'est vraiment par des ruses de Sioux que j'ai réussi à sortir cette petite qui, malheureusement, serait certainement toujours là-bas. Oui, et effectivement, tout commence, je crois, lorsque vous allez au journal, un coup de téléphone et on vous dit, il y a une possibilité d'adopter. Ah oui, parce que le médecin justement de l'orphelinat qui m'avait vu dans tous mes états m'appelle, me dit, vous savez, il m'appelle de là-bas, il me dit, vous savez Tina, on sait pourquoi cette petite n'est toujours pas adoptée. En fait, elle avait un problème médical assez préoccupant, indépendamment du fait qu'elle avait visiblement une dépression. Et il me dit ça, il me dit, ça va être dur. Et spontanément, je dis, mais attendez, il n'y a pas de problème. Au contraire, je me suis dit, il y a peut-être une possibilité, ça pose aucun problème pour nous. Et il me dit, écoutez, si c'est comme ça, je repars en mission humanitaire en mai. Vous venez avec moi, je vous donne un certificat de tutelle, je prends un visa médical pour qu'elle soit examinée en France. Et puis il me glisse, vous savez, un enfant qui n'a pas de parents et qui est sur sol français n'est pas expulsable. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis battue pour l'adopter. Elle était à la maison, j'avais un certificat de tutelle. Et c'est comme ça que la petite Chandara s'est retrouvée dans la maison avec la tribu. Et puis un jour, il a fallu la rendre. Et puis les juges ont été sympas avec vous. Ça a été un combat, ça aussi. Ouais, j'ai quand même attendu 2 ans pour pouvoir l'adopter. Elle était à la maison. J'ai d'abord eu un avis défavorable parce que ils avaient bien vu le manège. Ouais. Et ils m'avaient dit, mais attendez, pourquoi au bout de 6 mois, vous n'êtes pas reparti au Cambodge, la remettre dans l'orphelinat et vous n'avez pas fait des démarches? J'ai écouté, d'abord, je ne pouvais pas faire de démarches puisque c'est fermé avec le Cambodge, l'adoption. Ouais. Et je lui ai dit, attendez, est-ce que vous pensez sérieusement que cette petite fille, qui est devenue la petite la plus heureuse à partir du moment où elle est arrivée dans notre tribu, j'allais la renvoyer dans son orphelinat où elle mangeait des têtes de poisson, toute malheureuse? Mais ça m'a beaucoup choquée, ça m'a vraiment mise en colère. Oui, et finalement, jusqu'au bout, vous êtes battu et vous avez gagné devant un juge qui annonnait d'ailleurs les phrases vous certifiant l'adoption. Oui, c'est ça. Et en même temps, moi, j'aurais aimé qu'on me demande des nouvelles de son suivi médical. Oui. J'aurais aimé qu'on m'envoie une assistante sociale parce que c'est pas parce que j'étais dans la presse un peu avec une petite notoriété que j'étais une fille forcément équilibrée. Normalement, non, c'était vraiment pour des histoires de principe. Et ça m'a un peu agacée. Alors, vous êtes parti au Cambodge la chercher, 18 heures d'avion, et pendant 18 heures, vous avez écouté cette chanson, Tina Kiefer. Lindbergh de Charlebois et Louise Forestier, ça vous a marqué? Alors c'est vrai que c'est une chanson que j'écoute souvent quand je pars au Cambodge au moment du décollage. J'adore, c'est une chanson qui est à la fois gaie, qui est triste, qui est complexe, qui est lumineuse, qui a beaucoup des caractéristiques du Cambodge. Et Charlebois était assez fou à l'époque. Il arrive sur scène à l'Olympia où la chanson a du succès. Il arrive en tenue de tennisman avec une raquette à la main. Il jette de l'encre de stylo aux critiques et il lance une balle dans la salle. Et il y a une balle qui va atterrir sur l'œil de Louis Aragon le soir de la première, ce qui va faire scandale. Ah oui. Ça n'a pas joué en sa faveur. C'est un personnage. Alors, la petite, vous l'avez rebaptisée Théa. Et puis, elle parlait un langage assez particulier au départ. Ce qui est étonnant, c'est que cette petite, d'abord, quand on l'a vue dans cet orphelinat, en fait, elle était là depuis 4 mois et personne ne savait qui c'était. Donc, on est allé chercher les registres devant nous. Elle se baladait un peu comme un petit chiot entre... Donc, ils ont vu qu'elle venait d'un orphelinat qui avait fermé. Et ils avaient même, par la suite, j'ai eu un jugement qui disait lot de 26 enfants, je n'invente rien. Alors,
tous les noms de famille, c'était Rat, ça veut dire appartient à l'État. Dedans, il y avait Chandara, cet orphelinat avait fermé, et donc ces enfants avaient été dispatchés sur plusieurs orphelinats. Et donc, personne n'avait vraiment parlé à cette petite qui avait poussé comme ça. Et moi, je ne savais pas. Donc, quand je suis venue chercher cette petite, elle s'est mise à me parler, toujours le petit doigt en l'air, personnalité assez étonnante et assez drôle, et elle me disait toujours langage de la soupe au chou. Et je pensais que c'était une sorte de mauvais Cambodgien. Et j'ai rencontré une Cambodgienne là-bas qui, vraiment, mais cathédrale, qui m'a dit, mais Tina, ça ne veut rien dire. Elle s'est créée son propre langage. Et de même qu'elle ne répondait pas à son prénom. Personne ne l'avait appelée par son nom, alors qu'elle avait quand même près de 3 ans. Donc, quand on est rentré, on s'est dit, bon, il faut qu'elle comprenne que c'est une nouvelle vie. On va quand même changer son prénom. Mais on a mis Chandara en deuxième prénom. Et l'école s'appelle l'école Happy Chandara, l'école que j'ai créée. Et elle a eu un peu plus de mal à apprendre le français parce qu'elle n'avait pas de maillage au niveau du langage pour accrocher les mots. Elle a quand même été à l'école dès le début, Oui. car ça c'était important pour vous, Tina Kiefer. C'était très important. Et je me souviens, dès qu'elle est arrivée, j'ai été voir Monsieur Gomi, qui était le directeur de l'école de l'endroit où je vis en banlieue, qui est un homme très, très sympathique. Et je lui dis, écoutez, bon, voilà, j'ai juste un certificat de tutelle. J'ai une fille du biologique qui a exactement le même âge. C'est le moment de faire la rentrée des classes en maternelle. Il m'a dit, mais ça m'est égal que vous ayez un certificat. C'est l'école de la République, elle est bienvenue. Et donc, et d'ailleurs, j'ai dû choisir une date de naissance et j'ai choisi le 1er septembre pour Théa, 1er septembre 2002, parce que c'était plus facile pour la rentrée des classes. Exactement. Et curieusement, au début, elle avait un lit dans sa chambre. Elle a voulu dormir par terre, Théa, au départ. Ça a été long de la faire dormir sur un matelas, si elle n'avait pas l'habitude. Et Donc l'idée- la nuit, oui. Et non, c'est vrai que la nuit, vous la retrouviez par terre sur le sol. Et en plus, elle avait une habitude qui me glaçait au début, c'est qu'elle dormait les yeux grands ouverts. Les yeux assez fixes. Comme si elle avait peur de quelque chose. Comme si elle ne pouvait pas baisser la garde. On sentait que cette petite fille n'avait jamais baissé la garde. Et au début, quand je suis montée, je me souviens que je l'ai vue par terre, les yeux fixes. Bon, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour. Et après, chaque soir, je la remettais dans son lit, je la rebordais, je lui fermais ses paupières. Et petit à petit, mais c'était extrêmement touchant. Oui, et ce qui est touchant aussi, c'est la façon dont cette école est née par hasard, grâce à un terrain qu'une femme vous a donné, Tina Kiefer. Là encore, des rencontres incroyables. Je rencontre par hasard une Cambodgienne qui vient d'acheter un terrain à 2 kilomètres de l'orphelinat. Et je raconte mon envie. J'étais partie chercher ma fille. J'étais restée une semaine à Phnom Penh pour qu'elle s'habitue à moi. Je lui dis, moi, j'aimerais faire une école pour les filles, les petites Chandara qui vont rester sur le carreau. Elle me dit, écoute, si tu fais une école, je viens d'acheter un terrain, je t'en prête la moitié, et si ça marche, tu le rachèteras. Et donc, je suis rentrée avec ma fille en France, avec mon école, déjà un terrain. C'est là où j'ai lancé effectivement la Rose Marie-Claire pour payer le premier bâtiment. Et avec l'accord justement de votre mari, qui était fou de joie à l'idée que vous fassiez une école. C'était assez étonnant, ça vous a surpris, Tina Kiefer. Mon mari actuel, parce qu'en fait, je me suis Oui, mariée oui. en précipitation, Oui. parce que nous n'étions pas mariés. Je devais aller chercher donc Théa Chandara. Je savais bien que j'allais l'adopter, donc je savais bien qu'il fallait que je sois mariée, parce que depuis les accords de la Convention de l'AE, c'est obligatoire. Et donc, alors que notre couple battait sérieusement de l'aile, on a décidé de se marier. Donc, on s'est mariés un peu de façon précipitée. Sur toutes les photos, je tiens la photo de Chandara, je sais que je vais aller la chercher. Et je sais qu'au moment où je dis oui, d'ailleurs, à la mairie, derrière, il y a ma sœur qui est là et qui dit c'est énorme. Et tout le monde éclate de rire parce que je le dis avec humour et je le raconte. C'est vrai qu'on n'arrêtait pas de se clasher avec moi. Mais on était d'accord là-dessus. Il fallait sauver cet enfant. Et votre sœur, justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est quelqu'un d'essentiel pour vous, Tina Kiefer. Oui, alors on se voit pas assez. Malheureusement, la vie nous a un peu séparés, paradoxalement. C'est une petite enfant qui a été presque un peu mon premier bébé. Et je pense que ça a joué beaucoup dans cet amour maternel un peu excessif, peut-être que genre. Je sais pas s'il est excessif, mais en tout cas, il est très important. C'est vraiment mon premier moteur. Parce que quand elle est née, j'avais 11 ans. Et c'était mon bébé. Je l'ai amenée partout avec moi. Dès que je rentrais de l'école, elle était... Voilà. Et donc, on a été très fusionnels. Et puis, en terminale, j'étais tellement insupportable qu'on m'a envoyée en pension à Épernay. Et donc, on a été séparés du jour au lendemain. Ça a été très dur pour elle et ça a été très dur pour moi. Alors, ce qui a été très dur aussi, c'est de construire cette école parce qu'il fallait trouver des fonds. Et là, bon, vous aviez un bon carnet d'adresses, Tina Kiefer, mais ça a été un combat de tous les jours. Mais ça reste un combat de tous les jours. D'abord parce que l'école est de plus en plus grosse. Maintenant, on a 1400 petites et jeunes filles. En plus, on en est fiers. Elles ont toutes eu le bac, elles vont toutes à l'université. Donc, ça veut dire que c'est de plus en plus coûteux. Et en ce moment, eh ben, c'est dur pour toutes les ONG. Donc, non, c'est vrai que c'est... Alors, heureusement, on a des parrains, c'est-à-dire c'est des particuliers qui parrainent les petites filles. Donc ça nous aide parce que c'est sur le long terme. On a des entreprises qui parrainent.
D'ailleurs, là, on est en train d'inscrire 100 nouvelles petites filles qui cherchent des parrains marraines. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez parrainer une petite fille, contactez toutes à l'école. Mais c'est vrai que c'est un combat de chaque jour qui nous prend trop de temps, d'ailleurs. Voilà. Et le combat a commencé avec une union sacrée des chaînes de télévision, ce qui était rarissime à l'époque, Tina Kiefer. Ouais, je me souviens, quand j'ai voulu lancer la Rose Marie-Claire, je me suis dit, il faut qu'on ait toutes les chaînes de télé avec nous et toutes les présentatrices télé. C'était la 2e année, ça. Et donc, je vais voir Étienne Moujotte, que je connaissais bien. Et je lui montre le film. J'avais monté un film très poignant sur l'éducation des filles. Et il regarde. J'ai vu que ça l'avait beaucoup troublé, ce vieux briscard. Et il me dit, écoute, TF1 te suit. Tu vas dire à tout le monde que TF1 te suit. Et tu verras, tout le monde va te suivre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes comme aujourd'hui. Et j'ai rencontré franchement des gens très sympas dans les chaînes. Je pense que ça leur faisait du bien de s'occuper un peu de choses comme ça. Vous voyez, ça allait changer de l'audimat. Et j'ai gardé d'ailleurs de très bons liens avec toutes ces chaînes où on continue à avoir des apparitions. Ça nous aide énormément. Oui, et l'union sacrée entre les chaînes de radio, elle a existé une fois grâce à Jean-Yann, justement, dont on parlait tout à l'heure, car il y a eu toutes les radios privées et la modulation de fréquence qui était lancée. Ils ont fait un programme commun un soir pour lancer la modulation de fréquence. Les gens écoutaient d'un côté la radio, le transistor et le poste en modulation de fréquence de l'autre côté. C'est le seul cas dans l'histoire et l'émission était présentée par Jean-Yann. Ah oui, par mon papa de fiction. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Alors finalement, petit à petit, cette école s'est développée. Ça veut dire que vous êtes installé au Cambodge pendant 2 ans au départ. Ah ça, j'ai adoré. L'expatriation. L'expatriation, c'est quelque chose d'ailleurs qui se développe de plus en plus. C'est plus facile aujourd'hui d'aller vivre ailleurs. Je le raconte beaucoup parce que j'emmène la tribu. Alors comme avec mon mari, enfin on peut s'y perdre, hein, oui, avec lequel je me suis mariée in extremis pour adopter Théa, nous n'étions plus ensemble, mais nous avions la garde alternée. Donc il a suivi au Cambodge pour que nous continuions la garde alternée avec 3 de mes enfants, un de mon nouveau compagnon qui est aussi dans l'humanitaire. Et donc on a débarqué à Phnom Penh, où j'ai cherché une maison, une sorte de bicoque pleine de charme, mais moi j'avais envie d'un truc assez authentique pour vivre là-bas avec ma tribu. Et effectivement, on a vécu 2 ans là-bas et ça a été vraiment génial. Aujourd'hui, vous êtes revenu, vous allez tous les 3 mois là-bas pendant 15 jours, mais l'aventure continue, Tina Kiefer. Plus que jamais. Parce qu'elles sont à l'université, parce qu'en même temps, de l'autre côté de la chaîne, on réinscrit les petites de CP, parce qu'elles nous épatent. Elles ont la moyenne d'admission au Cambodge est de 66%. On a eu 100% d'admission la première année sur notre première promo. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants qui ont compris que c'est le seul moyen de sortir de la grande pauvreté. Elles ont envie d'aider leur famille, elles travaillent, elles ont le sourire, elles ont 39 heures de cours par semaine et quand même vous les croisez, elles ont toute la banane, ce qu'on ne voit pas dans nos écoles ici. Et donc, évidemment, on ne peut pas lâcher d'affaires pareilles. Et vous n'imaginiez pas que ça aurait un tel succès ? Non, je pensais pas que surtout elles iraient si loin. Je pensais qu'on aurait beaucoup de décrochage en 3e. Elles m'ont épatée, elles m'épatent. Eh ben, qu'elles continuent à vous épater. En tout cas, nous sommes épatés par ce livre très émouvant que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Une déflagration d'amour chez Robert Laffont. Merci de votre combat et merci d'avoir écrit, Tina Kiefer. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci. À demain.